Merci d'être venu et merci à l'équipage du Belém et au commandant du Belém d'être ici parmi nous ce soir. Ça faisait un petit moment que le Belém n'était pas venu à Antibes, mais voilà, on est content de le recevoir. Il était déjà venu pour le 100e anniversaire du CNA à l'époque. Et voilà, on le retrouve ici pour le 122e anniversaire, donc, et du club et du Belém. Donc, à cette occasion, comme vous savez, on est tous on est des clubs qu'on vit un peu sur de l'argent, des dons, des cotisations des membres et tout. On est des associations à but non lucratif. Et dans cette occasion, on va avoir le plaisir de présenter au Belém donc un chèque que tous vous, les membres du club, ont souhaité offrir. Voilà. Donc, je vous présente voilà, avec un chèque. Voilà. Donc, de toute façon, de notre part, je vous invite tous à aller visiter demain le Belém. Demain, les visites est à partir de 10h. Jusqu'à 17h30, voilà, magnifique bateau, vous allez pouvoir visiter tous les ponts, vous allez avoir des bénévoles qui vont vous guider sur le bateau, etc. Donc j'aimerais laisser la parole au commandant. Ça ressemble au Bouti. Alors merci beaucoup, tout d'abord merci pour ce joli don de la part de votre association. L'histoire du Belém, donc nous on a le même âge que vous, alors je ne sais pas qui est le plus ancien, le plus vieux, à quelques mois près ou quelques jours près. Il faut savoir que le Belém donc, a 122 ans, une histoire très très longue, très très riche. Je vais vous la raconter rapidement parce que j'espère que beaucoup d'entre vous demain viendront visiter le bateau et comme ça vous pourrez connaître l'histoire in situ. Mais alors, pour commencer, donc, le Belém 1896 bien entendu est construit à Nantes, c'est un navire marchand, un cargo. Il est construit à Nantes avec destination de la ville de Belém au Brésil, d'où son nom Belém, pour ramener du chocolat principalement, et puis aussi du rhum et du sucre des Antilles. Le premier armement du Belém, qui était l'armement Crouan, avait décidé de mettre une étoile à bord qui va porter chance et qui continue de briller et qui a brillé fortement pour le Belém, principalement à partir de tout de suite dans sa carrière marine marchande en 1902. La première anecdote qui a permis au Belém de survivre, parce que vous allez voir que l'histoire du Belém est assez riche, c'est le 8 mai 1902 où le Belém arrive un petit peu en retard à sa position de mouillage dans l'île de Saint-Pierre. On lui demandera donc de mouiller dans l'est de l'île et non dans l'ouest. Et alors que le commandant Chauvelon à l'époque met son embarcation à l'eau pour retrouver les autorités et se faire expliquer la situation, il n'aura même pas le temps de mettre son embarcation à l'eau, étant donné que la montagne Pelée va exploser, rasera entièrement la ville de Saint-Pierre et bien sûr tous les bateaux qui étaient au mouillage au pied du volcan. Donc le seul vecteur mobile témoin survivant de ce drame, c'est le Belém. Donc vous voyez déjà la survivance était bien annoncée. En 1914, le Belém changera complètement de vie. D'un pavillon français, il passe pavillon anglais. Il sera racheté par une fortune, le duc de Westminster, qui en fera un yacht. Alors 1914, c'est une date aussi bien entendu, la Première Guerre mondiale. Les grands voiliers de la famille du Belém ont payé un très très lourd tribut pendant la Première Guerre mondiale, étant donné que ce sont des navires de faible valeur marchande et ils n'étaient pas escortés. Donc le Belém sera retiré juste à temps du service commercial et sera, pendant que tout le monde fait la guerre, au chantier à Southampton en restauration. On change du coup l'habitabilité du navire, on va créer des grandes cabines de luxe, on va aussi le motoriser. À partir de 1914, le Belém n'est plus un voilier pur. En 1921, le Belém touche son commandant, son armateur, le plus connu, son propriétaire, Sir Arthur Guinness. Alors à Guinness, il est célèbre pour le livre des records, chacun ses priorités. Alors, Sir Arthur Guinness possède le navire dans sa famille pendant près de 30 ans. C'est lui qui fera naviguer ce bateau, qu'il appellera Fantôme 2, à travers le monde. Ça sera la seule fois que le Belém croisera tous les océans, de 1923 à 1924. Encore une fois, un aléa, une destinée. Ils avaient prévu de faire une cale sèche à Yokohama, et puis ils prennent un petit peu de retard, ou vraiment une escale supplémentaire. C'est un yacht, ils s'arrêtent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent. Vous êtes bien placés pour le savoir, vous en avez beaucoup ici. Et bien ce yacht qui n'est pas allé à Yokohama à l'instant T, heureusement, il avait prévu de faire une cale sèche. Un séisme rase entièrement la ville de Yokohama, et si Fantôme 2 avait été en cale sèche à ce moment-là, il n'aurait pas survécu.
1951, le Belem attaque cette fois sa troisième vie pour encore une fois changer de pavillon. Il est acheté par un comte italien, le comte Vittorio Cini, qui baptise le navire en hommage à son fils, le comte Giorgio Cini, pour en faire un navire d'école pour les petits marinetti de l'Institut Scylla. Alors, l'Institut Scylla, c'est un institut qui est basé à Venise, sur l'île de San Giorgio, en face de la lagune, qui a pour cœur de préserver les biens culturels vénitiens et puis s'occuper des enfants déshérités de Venise. Alors, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de petits-enfants à s'occuper. Alors, pour ces dames, c'est un métier d'avenir, ménage et couture, et puis pour ces petits garçons, on leur apprend le métier de marin. Les bons élèves, uniquement les bons élèves, vont avoir le droit de naviguer sur Giorgio Cini, qui embarquera alors jusqu'à 80 petits marinetti à son bord. Il fera principalement et exclusivement à ce moment-là des croisières en Méditerranée. En 1970, le navire est légué par l'Institut Scylla aux carabiniers italiens, qui veulent aussi en faire un navire école, cette fois étatique, à formation des carabiniers italiens. Il commence de lourds travaux d'aménagement, changement des moteurs, remise du gréement d'origine, parce qu'entre-temps on avait changé un petit peu le gréement. Et le projet va s'arrêter net, faute par cause d'impayés, et donc le Giorgio Cini est saisi alors à ce moment-là par chantier à Venise. En parallèle de ça, en France, on a un constat amer qui est fait, c'est qu'au début des années 80, fin 70, début 80, le constat est facile à faire sur l'histoire maritime de la France, qui est pourtant une nation qui a le deuxième plus grand littoral au monde. Il ne reste aucun grand voilier français à travers le monde. Plus aucun n'a survécu, ni aux guerres mondiales, ni à la reconstruction, ni au changement des lois sociales qui impliquaient de travailler 8 heures et non 12 heures par jour. Donc en fait, un peu par hasard, ça va être un monsieur, le docteur Luc-Olivier Gosse, qui est une association, vous voyez comme quoi les associations c'est très très important, qui va retrouver une peinture. Alors cette peinture, essayez de la trouver à bord quand vous allez visiter le bateau, c'est une petite peinture naïve qui représentait Belem marqué Nantes, que ni les différents armements marchands, ni Westminster, ni Guinness n'avaient fait effacer. Et c'est ce détail qui permettra d'identifier le Belem dont on avait complètement perdu la trace. Le constat à un moment est clair, il reste un seul grand voilier français et il est à vendre. Cette association, forcément, a peu de moyens, elle va faire appel à tout ce qu'elle peut. Bien entendu, les dons. La Marine nationale aussi française est approchée pour apporter son crédit. Elle apportera ses moyens techniques, ses moyens humains, participera au remorquage. Et puis en 24 heures, on parle d'un hold-up, étant donné que les Vénitiens ne voulaient pas forcément vendre le Giorgio Cini. On va trouver un honorable donateur, puisqu'un honorable donateur, c'est un mécénat. Le mécénat des caisses d'épargne, sous l'égide de Jérôme Pichard, président de toutes les caisses d'épargne de France à cette époque-là. Le Belem est racheté en fonds propres par les caisses d'épargne. Donc à partir de là, va s'organiser le rapatriement du navire, un petit peu dans l'objectif, il faut sauver le Belem en tant que navire. Il va être remorqué dans un premier temps à Toulon, puis à Brest quelques premières années au pied de la Pinfeld. Et puis on se rend compte que cette fondation, la Caisse d'épargne, qui est une banque, n'a pas vocation à être armateur, bien entendu, ce sont des banquiers, on le sait tous, va créer la Fondation Belem. La Fondation Belem sera donc créée en 80, avec le haut patronage de la présidence de François Mitterrand, en 81, dès son premier mandat. L'objectif premier, c'est de préserver le Belem. Alors, le Belem, c'est le navire de tous les Français. C'est pas le navire de Nantes, c'est pas le navire de Antibes, c'est pas le navire de Marseille, c'est le navire d'aucun port français, c'est le navire de tous les Français. La ville où il y a plus de Français, c'est donc Paris. Le Belem est dématé, emmené au pied de la Tour Eiffel au début des années 80. On fait le Belem musée. On fait le Belem musée en même temps qu'on le restaure. C'est un succès. Pendant 3 ans et 9 mois, plus de 600 000 visiteurs se précipiteront à bord. Et puis en 84, cet objectif qui amène le navire, la préservation du patrimoine maritime culturel. Le premier navire en France qui sera classé monument historique, c'est le Belem en 84. Et donc là, la Fondation a rempli son premier objectif. Mais vous vous doutez bien que si je parle d'un premier objectif, c'est qu'il y a un deuxième objectif. Le deuxième objectif de la Fondation Belem est un pari fou qui va être posé dès le début sous l'égide du commandant Randier, qui était le superviseur technique, un monsieur de la marine marchande, qui a participé au rematage, etc., qui va dire, ce bateau c'est très bien, on va le restaurer, bravo la France, bravo la Fondation Belem, mais il faut qu'il navigue. Alors les premières questions de la Fondation Belem, c'est qui va-t-on faire naviguer dessus? La Marine nationale a déjà l'Étoile, la Belle Poule, d'autres belles unités à s'occuper, elle ne pourra pas s'occuper du Belem. La marine marchande n'a jamais eu de bateau école dans la marine marchande française, ce n'est pas le cas. La marine de pêche et la marine de plaisance sont en propos, étant donné que le Belem n'est ni un navire de plaisance ni un navire de pêche. Qui va-t-on faire naviguer? Eh bien, on va faire ce pari fou de dire que ce bateau, ça sera un navire école civile. C'est-à-dire qu'en fait, le Belem, c'est le seul 3-mâts au monde qui permet une accessibilité à tout le monde à bord. Pour embarquer à bord, il n'y a qu'une chose en commun parmi les stagiaires qu'on a à bord, c'est qu'ils ont cliqué sur Fondation Belem, ils sont allés voir leur médecin avec un certificat médical, et après, ils embarquent parmi nous. On est le seul navire en France dans les 3-mâts, il y en a d'autres bien sûr sur lesquels vous pouvez embarquer, mais parmi les 3-mâts, c'est le seul, et c'est le seul au monde. Donc à partir de là, le travail inverse va être fait, on va sortir le bateau de Paris, parce que bien qu'il faut qu'il navigue. Donc en 86, on est enfin prêt, on va pouvoir faire une transatlantique. C'était pas arrivé depuis 1936 lors d'une croisière à Chicago avec Sir Arthur Guinness.
Et puis 86, c'est la renaissance cette fois internationale du navire. Le navire fait une transatlantique à destination de New York pour commémorer le centenaire de la Statue de la Liberté. François Mitterrand, qui à l'époque était le seul chef d'État invité par Reagan à New York, est très fier de voir enfin son haut patronage arriver devant lui. Et enfin, la France a une grosse unité à présenter lors des rassemblements. Ces rassemblements, ce rayonnement international fait partie des objectifs du Belém en tant que bien culturel français. En 2008, le Belém refera une transatlantique aussi pour cette fois célébrer les 400 ans de la découverte de la ville de Québec par Champlain. En 2002, bien entendu, j'ai oublié, il a commémoré le centenaire de l'éruption de la montagne Pelée. S'il y avait bien un navire qui devait être présent à ce moment-là, c'était le Belém, donc il était invité d'honneur. Il a refait le parcours qu'exactement le Belém a été. Il s'est retrouvé 100 ans après à la même position qu'il a été 100 ans et qui l'a sauvé de ne pas être donc au pied des coteaux du volcan. Et puis régulièrement, on fait aussi les grands rassemblements. Alors les grands rassemblements européens, majoritairement, en France, bien sûr, Rouen, Brest, la Seille d'Amsterdam. C'est très important pour la France de pouvoir avoir une représentativité sur les plans d'eau. Il faut savoir que par exemple, la Seille d'Amsterdam, c'est 4 millions de visiteurs. Ça serait quand même dommage que la France, pays fort européen et maritime, n'ait pas une unité à présenter. Ça, ce sont les objectifs premiers du navire. Et puis bien entendu, c'est un objectif aussi de patrimoine maritime. On est un monument historique, donc le Belém est un musée. Vous allez, j'espère, pouvoir passer demain matin. On a eu beaucoup de monde aujourd'hui, on a fait plus de 1200 visiteurs. Il faut savoir qu'en une saison, c'est à peu près 30 000 visiteurs qui viennent visiter le bateau. Le bateau, c'est donc un musée qui se déplace. Et puis je vais revenir au deuxième objectif de la Fondation Belém, c'est vraiment nous, le cœur de métier. Vous êtes une association à but non lucratif, nous sommes une fondation privée reconnue d'utilité publique. Les dessins sont un petit peu les mêmes, étant donné que vous, si c'est vos écoles de voile qui permettent la transmission du savoir maritime, de la plaisance, etc., nous dans la transmission d'un savoir maritime qui a été perdu. Il est facile, entre guillemets, de garder du bien meuble, de conserver un navire, ça se fait. Le Belém serait tout à fait rentable à quai, et si l'objectif de le faire naviguer, lui, ne l'est pas du tout, et c'est pour ça qu'on a un mécénat. Ce mécénat, c'est cette transmission de savoir, c'est-à-dire que de refaire naviguer le bateau. Quand je suis arrivé, on me l'a encore dit, vous êtes jeune pour être commandant. C'est normal que je sois jeune. Le bateau, il a 122 ans. La nouvelle génération professionnelle prend le contrôle du navire et c'est très important parce qu'on a su se former une nouvelle génération de professionnels à bord. Là, actuellement, mon plus jeune matelot, bon, j'en ai un qui a 21 ans, par exemple. Quand on a un jeune de 21 ans professionnel qui explique à quelqu'un qui vient embarquer sur un bateau de 120 ans et qui lui a 60 ans, comment lever un bout, on est tout à fait dans l'effet de la transmission, dans la transmission du savoir. On le sait tous, le savoir est une arme et c'est très important. On a failli perdre le bateau, on a bien failli perdre le savoir aussi si on n'avait pas continué à naviguer avec ce bateau. On est très fiers et c'est vraiment un des plus bels objectifs que la Fondation Belém, grâce à son mécène, peut faire perdurer. Et c'est au quotidien, comme vous, la transmission sur des valeurs fortes que sont la mer, la patience, la voile, ça va pas forcément dans le bon sens, des fois il y en a trop, des fois il n'y a pas assez de vent, et ben on fait avec quand même, on étale. Et ben du coup le Belém, nous c'est au quotidien, et je vous dis, on a plus de 1200 stagiaires qui naviguent avec nous chaque saison. On repart lundi matin avec 43 stagiaires, on les amène jusqu'à Cannes, et puis voilà, et à chaque fois c'est un petit bonheur retrouvé pour ces gens qui redécouvrent la voile, qui voient aussi ce que c'est de naviguer loin. Le Belém a une coque suffisamment longue pour pouvoir affronter des éléments de mer au large. Donc on a aussi ce côté voyage et on est très fiers de porter haut ces couleurs à travers la France entière. C'est pas parce que c'est Nantes au cul du navire que le Belém est nantais. Nantes a la chance d'avoir un des plus beaux ambassadeurs, mais nous on est très fiers au quotidien. Je vais remercier aussi, en plus de vous, de nous avoir accueillis ce soir, nos bénévoles. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on vient dans chaque escale, on se rend compte qu'il y a un tissu de bénévolat qu'on arrive à contacter sur place, sur zone, qui viennent nous soutenir. Sans ce bénévolat, on ne pourrait assumer la première mission aussi, qui est le côté monument historique, de rendre accessible la visibilité du navire, que les gens puissent le visiter. Donc un gros merci à eux aussi. Puis un merci à vous aussi, parce que votre passion, c'est notre passion. Votre résistance, votre longévité, c'est aussi la nôtre, on a le même âge. J'espère que vous aussi, vous allez tenir 100 ans, 200 ans, comme on pourrait le souhaiter au Belém. À tous, merci. Alors, c'est un apéritif, alors j'en ai ramené une, je pense qu'on sera trop nombreux pour la boire, donc je vous conseille de la mettre plutôt derrière le bar en démonstration, une petite bouteille. Alors, voilà. Et aussi, nous avons le plaisir ce soir, donc la chorale de la SRA, qui est spécialisée justement dans des anciennes chansons de marine.
va nous présenter quelques chansons. Merci bien. À la demande de l'équipage du Belém, nous allons vous chanter Hardi les gars. Chris. Ah oui, c'est la 8. Alors tous ensemble. Oui, ça y est. Hardi les gars, Virogano. Goodbye farewell, goodbye farewell. Hardi les gars, adieu Bordeaux, hurrah au Mexico. Au Cap Horn, il fera pas chaud. All the way, hey, pour le chalet, à faire la pêche, au cachalot, al matelot et au lycéo. Sera sa peau. Goodbye farewell, goodbye farewell. Adieu dizaine, adieu bateau, hurrah au Mexico. Et nous irons à Valparaiso. All the way, hey, pour la chalet, pour l'envoyer sur l'auto, à l'accueillant et au lycéo. Ceux qui reviendront pavillon, goodbye farewell, goodbye farewell. C'est moi les mains de Mario, hurrah au Mexico. Pour l'accorder, ils seront là. All the way, hey, pour la chalet, on roulera la ville, tout le monde.